donc un Follow My Read comme je les appelle. Vous excuserez la tête de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se coucher tard plusieurs soirs d'affilée et de faire la fête. Donc là je vous prends, on est en fin de journée et j'avais très envie de refaire un vlog lecture. J'en ai pas fait pendant un petit moment si vous avez remarqué. En tout cas j'ai pas du tout fait un par mois comme j'avais prévu au tout début, parce que je me suis rendu compte que ça plaisait pas trop. En tout cas c'était les vidéos qui étaient les moins vues sur ma chaîne, et donc je me suis dit peut-être que voilà, comme il y a plein d'autres personnes qui font ce format là, peut-être que ça n'intéressait pas les gens. Et j'avais arrêté, mais moi, ça me plaît bien de temps en temps. Je le ferai pas tout le temps, mais j'aime bien quand même faire ça. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas reprendre de temps en temps, peut-être plus tous les mois, mais quand j'en ai envie ou quand j'ai du temps devant moi. Et là, il se trouve qu'en ce moment, c'est l'été. Au travail, c'est hyper calme, donc j'ai le temps de beaucoup lire. La semaine prochaine, donc pas le lundi qui arrive, mais encore le lundi d'après, je suis en vacances, donc j'aurai encore plus de temps pour lire. Donc, c'était l'occasion. En plus de ça, vous avez sans doute dû le voir, il y a la youtubeuse Alex Bookin en Prada qui a sorti un nouveau challenge qui s'appelle Pâle en déroute. J'aime beaucoup le jeu de mots dessus. Et elle propose de faire un challenge pour vider sa palle pendant tout le mois d'août, et ça commence même d'ailleurs demain le 31 juillet. Dans ce challenge, elle proposait de lire un livre par jour pendant tout le mois d'août. Alors ça, je trouve que c'est tout à fait réalisable pour les gens qui lisent des mangas, des BD, des romans graphiques, etc. C'est pas du tout mon cas, ou alors vraiment très rarement. Donc je pensais plutôt partir sur un autre format. Elle disait que justement si on voulait pas faire ça, on pouvait plutôt se fixer un nombre de pages à lire par jour. Et je me disais que ce qui serait un peu challengeant pour moi, ce serait d'arriver à lire 200 pages par jour. En moyenne, je dirais que j'en lis entre 30 les jours où je suis fatiguée et 150, 180, 200 les jours où je suis vraiment à fond dans mon livre et que j'ai vachement de temps. Donc 200, ce serait quand même un gros défi pour moi. Et si je fais ça, j'ai pas calculé, j'ai pas encore choisi les livres que je veux mettre dans la liste des thèmes. Mais je pense qu'en faisant ça, je pourrais quand même en lire plus d'une dizaine, ce qui permettrait de bien baisser la palle. Puisque là, avec les derniers livres qui sont entrés dans ma palle en juillet, que j'avais commandé avant de faire mon no-buy, pardon, j'ai quand même beaucoup de livres et ma palle ne descend pas du tout. D'ailleurs, je vous tournerai une vidéo book haul de juillet, je pense que je vais le faire dans la semaine et je la sortirai mi-août à peu près. Voilà pour le moment. Je reviendrai vous présenter la lecture que j'ai choisie pour finir le mois de juillet. C'est un tout petit livre que je pense lire entre ce soir et demain. Et je vais vous montrer aussi la petite activité manuelle que j'ai envie de tester maintenant. Voilà, alors j'ai trouvé ça à Action. C'est une sorte de petite miniature de Story Keeper. C'est un genre de book nook, donc c'est ce genre de petites décorations qu'on peut faire soi-même. Donc il faut tout coller, tout assembler et le mettre dans la bibliothèque. Et je trouvais ça hyper mignon. Je me suis dit, ben pourquoi pas tester, ça faisait un moment que j'avais envie. Donc on va voir ce que ça donne, en sachant que je ne suis pas du tout quelqu'un de manuel. Donc je pense qu'il y a déjà pas mal de collages à faire. Et il doit y avoir un peu toutes les explications dedans. Hop. Et voilà le tout. Donc je vais regarder ça, je vais m'y mettre et si je arrive à faire quelque chose d'à peu près potable, je vous tiendrai au courant. Bon, alors comment dire que je n'arrive à rien? C'est vachement plus difficile que ce que je pensais. En fait, le gros problème, c'est que j'ai que des cols comme ça, alors qu'il faut des vrais cols où on peut faire juste un point et où ça tient super fort. Du coup, j'arrive rien à attacher. Voilà, c'est le désordre partout. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est cette petite table avec la plante et le livre. Voilà, et je pense que ça doit faire une bonne heure que je suis dessus. Donc là, pour aujourd'hui, je vais abandonner et je verrai si j'y pense, j'irai acheter de la colle pour essayer de faire ça dans les formes. Salut, j'espère que vous allez bien. On est mardi et je reviens vous faire un petit update sur mes lectures. Donc, je vous disais dimanche soir, j'allais commencer un livre. C'est fait, j'ai commencé la saga Terre-Mère de Ursula Le Guin. Donc là, j'ai l'intégrale parue au livre de poche où il y a donc tous les romans, les contes, les nouvelles dérivées.
Là, j'ai pas l'intention de tout lire d'un coup, je lis seulement le premier tome qui est Le sorcier de Terre-Mer. Alors, il fait seulement 260 pages, je voulais lire 200 pages par jour, j'en suis page 209, sachant que je l'ai commencé dimanche soir, donc bon, pour l'instant c'est un échec total. J'ai finalement pas pu lire du tout autant que ce que je pensais, j'ai dit que c'était tranquille au travail, évidemment c'était pas tranquille ni hier ni aujourd'hui, donc voilà. Pour vous raconter un peu l'histoire, on va suivre dans ce roman Jed, qui est un jeune homme qui à la base est éleveur de chèvres, et dans son enfance, sa tante va découvrir qu'il a en fait des dons, des pouvoirs magiques. Il a la capacité, grâce à des sorts, grâce à certains mots, de de lancer des sortilèges en fait. Et du coup, on va suivre un peu son apprentissage auprès d'un maître sorcier, puis ensuite dans une sorte d'école où on va lui apprendre la pratique de ces sortilèges, comment bien les gérer, puisque il ne faut pas les utiliser à la légère et que ça peut déséquilibrer l'équilibre du monde si jamais on est beaucoup trop imprudent avec. Et le sortilège, ça va être par exemple de pouvoir influencer le vent, de pouvoir repousser la pluie, de pouvoir créer une source de chaleur en allumant un feu de façon magique. Ça peut être aussi de se transformer soi-même ou de transformer des objets, de créer des illusions. Et on peut aussi appeler les esprits des morts. Et en fait, Jed, c'est un personnage qui, suite à une altercation avec un autre garçon de son école, va réaliser quelque chose de très imprudent et très dangereux, qui va avoir des grandes conséquences. Et toute la deuxième partie du roman, ça va être la façon dont il va gérer ça et comment il va essayer de se racheter et de rattraper ce qu'il a fait. Pour l'instant, donc je l'ai quasiment fini, il me reste 60 pages. Je suis plutôt mitigée. Alors, je peux pas dire que j'aime pas, mais je peux pas dire que j'aime. Ça se lit bien, c'est très contemplatif. J'aime beaucoup la plume. On sent que l'univers est très riche, c'est quand même très recherché au niveau des différents territoires, des différents peuples. Mais ça reste un peu trop plat pour moi, il ne se passe pas grand-chose. Ça manque beaucoup de dialogue, c'est vraiment beaucoup des monologues intérieurs du personnage principal, mais il y a très très peu de dialogue et il n'y a pas non plus énormément d'action. Quand il y en a, c'est des passages plutôt cool que j'ai beaucoup aimé à chaque fois, mais ça reste assez rare. Et en plus, le personnage principal, Jed, il est assez arrogant, assez fier, surtout au début, ce qui le rend pas hyper sympathique. Alors il va s'arranger après, mais c'est vrai qu'au début, à chaque fois que quelqu'un lui sourit, par exemple, il est persuadé que c'est un sourire moqueur, qu'on est en train de se moquer de lui, que dans son dos, voilà, on le critique et tout de suite, il va réagir de manière un peu arrogante ou être limite un peu agressif dans son ton. Ce que je n'ai pas compris, parce que la plupart du temps, c'est pas du tout acté que la personne essaie de se moquer de lui. Donc ça, j'ai pas trop apprécié. Et au niveau de la plume, même si je l'aime beaucoup, il y a certaines fois où elle fait des descriptions qui me laissent un peu perplexe, je dois dire. En fait, elle va parler de quelque chose, elle va associer deux termes pour décrire ce quelque chose, mais en même temps, les deux termes ne vont pas ensemble. Par exemple, là, le seul exemple qui me vient, mais à un moment donné, il y a une phrase, elle le regarda avec des yeux à la fois vides et pleins de désir. Je trouve ça hyper bizarre comme phrase à dire, soit ils sont vides, soit ils sont pleins de quelque chose, mais ils ne peuvent pas être les deux en même temps. Et c'est le genre de chose qui revient tout le temps. Le personnage avait à la fois un air paisible et plein de haine. Là j'invente, hein, mais c'est vraiment ce genre de choses et ça me perturbe un peu dans la lecture. Mais voilà, je vais le terminer. Je commencerai sans doute pas un autre roman ce soir, mais j'espère en lire un nouveau demain et je viendrai vous en parler. Salut, je viens vous faire un petit point sur mes lectures. On est jeudi 3 août, il fait hyper moche, il fait que pleuvoir, j'ai un petit pull et je suis confortablement posée dans mon fauteuil de lecture. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire le point sur mes dernières lectures. Parce que depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai fini le roman dont je parlais, j'ai fini un livre audio et j'ai commencé un nouveau roman que j'ai très très bien avancé. Donc on va commencer par Le sorcier de Terre-Mer dont je vous avais déjà parlé. Alors tout d'abord, je voulais parler du sorcier de Terre-Mer de Ursula Le Guin dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Je l'ai terminé et mon avis n'a pas trop changé. Je reste un peu mitigée, voire même beaucoup,
dans le sens où c'était pas une mauvaise lecture, j'ai aimé la plume, mais je me suis quand même un peu ennuyée et le roman ne fait que 250 pages et pourtant je les ai vraiment sentis passer. La fin n'a pas spécialement rattrapé les choses pour moi, dans le sens où pendant tout le roman, en fait, ce roman c'est une quête. Jed, le sorcier donc de Terre-Mère, suite à un événement malencontreux, et dans une quête, il cherche quelque chose et il poursuit cette chose, la quête de cette chose pendant tout le roman. Et en fait, tout au long du roman, il va passer d'île en île, on va découvrir des peuples différents, des territoires différents. Il va créer des liens parfois, je dirais pas qu'il se fait des amis, mais il va créer quelques liens qui vont durer des fois quelques jours à quelques mois. Et tout le roman, c'est ça, ce qui fait que ça paraît quand même très très long. Et à la fin, quand tout est sur le point de se résoudre, ça se résout en 3 pages. Et c'était un peu décevant de voir qu'elle instaure une tension qui monte, qui monte, qui monte, pour que tout descende brutalement vers la fin. J'ai trouvé que c'était pas hyper bien maîtrisé de ce côté-là. Et de manière générale, j'ai pas été spécialement attachée à Jed, j'ai pas ressenti les enjeux du roman. Comme dit, je me suis un peu ennuyée. Donc, impression globale plutôt mitigée pour cette première découverte de l'autrice. Ceci dit, je lirai la suite, déjà parce que j'ai l'intégrale, et ensuite parce qu'on m'a dit que les prochains tomes, de ce que j'ai lu, il y aurait des héroïnes filles, et des héroïnes filles en fantasy dans les années 60, parce que ça a été écrit à cette période-là. C'était quand même quelque chose de super rare. Donc, je suis très curieuse de voir ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de très novateur, très avant-gardiste, voilà, donc je suis assez curieuse de ce point de vue-là, mais sinon, voilà, cette première découverte de l'œuvre n'est pas une réussite. Ensuite, je voulais vous parler du livre audio que j'ai terminé. Il s'agit de Les choses humaines de Karine Thuil, qui a été publié chez Folio. C'est un roman qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Il a eu un film tiré de ce livre. Il a été pris Goncourt des lycéens. Et pareil, j'ai eu un avis très mitigé sur ce roman, malgré toutes les bonnes critiques que j'en ai vues. Donc je vais l'expliquer un peu. Tout d'abord, il faut savoir que dans ce roman, on va suivre un couple ambitieux, les Farrell. Lui, c'est un journaliste de télé depuis très longtemps, il a 70 ans, il ne veut pas raccrocher l'antenne, il s'accroche, la réussite, le travail, c'est tout pour lui, c'est vraiment toute sa vie. On voit que tout ce qu'il a fait, ça s'est construit autour de ça, autour de cette reconnaissance. Il vient d'une famille pauvre, il a une enfance assez tragique et cette ascension sociale, c'est vraiment sa grande fierté. À côté de ça, il a épousé une femme beaucoup plus jeune que lui, on parle de quelque chose comme quasiment 30 ans sa cadette, Claire, qui elle est essayiste, elle est hyper féministe, elle s'engage dans des tribunes quand il y a des problèmes de féminisme qui se posent. Ils ont un fils Alexandre, hyper brillant, polytechnicien à 18 ans, qui fait ses études à Stanford, qui est un champion de trail, qui a beaucoup de capacités. Voilà, c'est vraiment la famille bourgeoise, ambitieuse, sûre de sa place. Et tout cet univers va vaciller le jour où Alexandre va être accusé de viol. Pourquoi mon avis est mitigé? Tout simplement parce que pour moi, il y a 2 grosses parties dans ce roman. Il y a avant le viol et après. Et j'ai trouvé que les rythmes n'étaient vraiment pas équilibrés. La première partie, c'est vraiment juste une description de cette famille, des gens qui gravitent autour d'eux. Et vraiment, j'ai levé les yeux au ciel, mais tellement de fois, j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais l'abandonner parce que je n'ai pas du tout aimé cette partie. Déjà, au niveau du style, c'est tout ce que je n'aime pas. C'est vraiment l'archétype du nombrilisme à la française. Les auteurs qui écrivent pour se regarder écrire et en même temps pour se gargariser des compliments qu'ils attendent des lecteurs. Je ne sais pas si ça fait vraiment du sens, mais on sent que les choses sont écrites pour qu'en retour un lecteur dise waouh, ça c'est vraiment fort ou ça c'est vraiment intelligent. Et ça c'est quelque chose que je ne supporte pas. Voilà, de base je suis plutôt quelqu'un de chauvine, mais pour ce genre de choses je n'aime pas du tout. Il y a plein d'effets de style, de bons mots, mais que je trouve hyper lourds, hyper clichés. Et de manière générale, tout le début est ultra cliché. Alors peut-être que c'était fait exprès, mais j'ai trouvé qu'elle avait été un peu trop loin dans la caricature. Vraiment, par exemple, si on prend l'exemple de Jean Farrell, donc le père, donc voilà, c'est ce journaliste télé qui est effrayé à l'idée de vieillir, qui a plein de maîtresses,
qui a trompé sa femme de multiples fois, tout en ayant une maîtresse, la même depuis hyper longtemps, qui est vraiment un chien fidèle, qui a toujours rêvé qu'il quitte sa femme pour vivre avec lui. Lui, il a toujours trouvé que c'était beaucoup plus confortable de garder son couple de façade et de continuer à voir cette femme-là. Et tout ce qui se passe dans la première partie, toutes les explications sont clichés. Son background est cliché, la façon dont il s'est élevé socialement, la façon dont il rencontre sa femme, ses maîtresses, ses réactions. Tout est tellement vu et revu que cette partie-là m'a vraiment horripilée. Et c'est comme ça avec chaque personnage. On va avoir Claire qui va être un gros cliché, on va avoir les personnages, je ne peux pas trop expliquer qui ils sont, mais on a une famille juive qui a pas mal d'importance et qui est aussi très cliché dans sa description. Elle utilise plein d'événements qui se sont passés de manière réelle pour les intégrer dans ce monde et pour justifier les comportements des autres personnages, mais j'ai trouvé que c'était pas du tout bien amené. Donc voilà, la première partie, j'ai détesté. Le style, je n'aime pas du tout. C'est vraiment pas un beau style en fait. Je comprends que ce soit un style qui gagne des Goncourt parce que c'est exactement ce que je m'imagine qui plaît au jury, mais c'est vraiment pas mon truc à moi. Par contre, la deuxième partie, ça va être le procès. Et alors, cette partie-là, j'ai été hyper fascinée et j'étais à fond. Autant la première partie, donc ça, qui dure quand même 40% du roman, j'ai mis quasiment 10 jours à l'écouter. Autant la fin, en 3-4 jours, c'était plié parce que j'avais trop envie de savoir la suite. Et en fait, ce qui m'a fascinée, c'est que moi, je connais pas bien le milieu du droit. Donc là, j'ai vraiment eu l'impression d'assister à un procès. On a tout. On a les auditions des témoins, on a l'intervention de l'avocat général, de l'avocat de la partie civile, de l'avocat de la défense. Enfin, ça se trouve, je dis des bêtises, mais on a les décisions de la présidente de séance. Et j'ai trouvé ça fascinant. J'ai vraiment eu l'impression d'assister au procès, d'être dedans. J'ai trouvé que les questions étaient hyper pertinentes, que la façon dont elle a organisé ça, le déroulement du procès, ça m'a semblé très réaliste. Encore une fois, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais moi je veux bien croire que ça se passe comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant à lire, à écouter en tout cas. Et ce qui est encore mieux, c'est que là, ce cas de viol, c'est pas le cas de viol ultra cliché pour le coup, c'est pas le voyou qui attaque une jeune femme sans défense dans un parking la nuit, encore que, mais on a vraiment le cas d'un viol sur quelqu'un qu'il connaissait et les circonstances sont très floues. On est typiquement dans la zone grise du consentement où lui dit que pour lui elle était consentante puisqu'elle n'a jamais dit qu'elle n'était pas consentante et qu'elle ne l'a pas fait voir, et selon elle, elle n'a jamais voulu ça et elle est détruite depuis que c'est arrivé. Et ce qui est assez fascinant, c'est que l'autrice arrive à nous faire comprendre les deux points de vue. C'est-à-dire que quand la victime de viol, parce que ça reste un viol puisqu'elle ne l'a jamais voulu, donc à partir de là, elle a un rapport qu'elle n'a pas voulu, c'est un viol. Quand elle parle, on est vraiment indigné, on est vraiment brisé pour elle. Et en même temps, quand Alexandre donc parle et quand c'est sa défense qui est en jeu, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un peu pitié, de se dire « Ah ben oui, en fait, il a mal compris les signes, c'est pas sa faute et tout. » Et je trouve ça assez fou parce que ça nous permet de nous rendre compte à quel point on peut très vite basculer du côté de l'oppresseur et agresser sexuellement quelqu'un. Et de la même manière, à quel point il y a d'agressions sexuelles de nos jours qui sont faites par des personnes qui ne pensent pas du tout faire du mal. Ou en tout cas, s'ils ne se rendent pas compte à quel point ils vont contre la volonté de leur victime. Et si jamais ils s'en rendent compte un peu, ils vont se trouver des excuses et se justifier eux-mêmes très rapidement. Et là, j'ai trouvé que c'était ce cas-là. C'était un cas hyper complexe et jusqu'à la fin, je me suis vraiment demandé qui allait gagner dans ce procès. Est-ce que le viol allait être reconnu ou pas? Et d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était assez intéressant la dernière plaidoirie de l'avocat d'Alexandre, la façon dont il parle du fait que c'est établi que cette relation n'était pas consentante et que finalement, ce qui est jugé au moment du procès, c'est est-ce que Alexandre pouvait comprendre qu'il n'y avait pas de consentement ou est-ce qu'il n'y avait aucun signe et dans ce cas-là, c'est pas vraiment sa faute. Donc vraiment, toute cette partie-là m'a fascinée.
Le personnage d'Alexandre aussi, c'est vraiment un pur produit, là aussi très très cliché, hein, d'école de commerce, start-up, qui évolue dans un monde ultra privilégié. Et c'est vrai qu'il manque pas mal d'empathie. On se rend compte que finalement, cet événement de sa vie l'a marqué, mais l'a plus marqué par rapport à ce que ça a signifié comme conséquence pour lui que par rapport à ce que ça a signifié pour la victime. Donc toute cette partie-là était vraiment fascinante. J'ai trouvé que c'était une très très belle analyse de ce que ça peut être, de ce qui se passe quand il y a une accusation d'agression sexuelle, de viol, de comment est-ce que chaque partie voit les choses. Ça, voilà, c'était rien que pour cette partie-là, je le recommande. Je regrette juste qu'il faille se taper voilà, 40% complètement inutile avant, parce que cette partie-là m'a semblé redondante, ennuyante et très très cliché. La toute fin aussi est assez intéressante. Enfin, moi, je l'ai trouvée assez percutante. C'est très amer d'un côté et c'est presque ironique aussi. Enfin, je peux pas trop en dire, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je suis pas sûre que je relirai un roman de cette autrice puisque j'ai pas tellement accroché à son style, mais elle a l'air de toujours prendre des sujets un peu sensible, un peu d'actualité, clairement. Alors, est-ce que c'est pour faire le buzz aussi? Sans doute, hein, parce que clairement, je pense qu'avec MeToo, avec l'affaire du viol de Stanford, dont elle dit elle-même qu'elle s'est librement inspirée, elle a dû y voir du pain béni pour écrire son roman. Mais voilà, une fois qu'elle arrête d'être dans la description purement factuelle de personnages odieux, dès qu'elle rentre vraiment dans le vif du sujet, ces sujets sont intéressants et son histoire est intéressante. Donc peut-être que je relirai un de ses livres un jour si le sujet m'intéresse suffisamment. Si vous avez suivi pour le challenge Palais en déroute organisé par Alex Bookin en Prada, je voulais lire 200 pages par jour. Comment dire, donc avec Le Sorcier de Terre-Mer, ça a été complètement foiré puisque j'ai été très très lente, mais avec ma nouvelle lecture, je suis plutôt pas mal. Et il s'agit de Des filles brillantes de Mary McCarthy, publiée aux éditions Bellefonds Vintage. Bellefonds Vintage, c'est une collection que j'adore. J'en ai pas énormément, je crois que j'en ai 3 ou 4, mais clairement j'ai envie de tous les acheter quand je les vois, parce que c'est typiquement le genre de roman que j'aime. Ce sont des romans souvent par des autrices qui ont été un peu oubliées avec le temps, ou qui ont été un peu, voilà, qui sont tombées dans l'oubli, soit qui avec le temps ont été un peu dénigrées, qui ont été considérées comme des romancières finalement un peu bas de gamme, alors qu'à leur époque elles étaient importantes et admirées, et qu'elles ont fait des fois bouger les choses, ou en tout cas se questionner sur la vie des femmes. Et ce roman-là, pour moi, c'est typiquement ça. C'est un roman qui est paru dans les années 60, je crois, qui avait beaucoup choqué à l'époque. Vous le connaissez peut-être sous son titre précédent qui était Le Groupe. Et je le trouve édifiant. C'est vraiment le mot pour le moment. J'en suis page 355 en l'ayant commencé hier. Donc j'ai vraiment super bien lu. En fait, dans ce roman, on est en juin 1933 et on va suivre 8 filles qui viennent d'obtenir leur diplôme de l'université. Ce sont dans l'ensemble 8 filles qui viennent de bonnes familles, pas forcément des familles ultra riches. Parfois, ce sont des familles qui ont été très riches à un moment donné et qui se sont un peu ruinées, ou qui ont vu leurs finances diminuer, notamment après le crash de 1929. Mais voilà, elles font quand même partie de la très haute société américaine de manière générale. Ce sont des jeunes filles blanches, riches, intelligentes, éduquées et privilégiées. Et on va les suivre après leur sortie de l'université, en sachant qu'elles ont toutes à cœur de vouloir travailler, pas forcément pour gagner de l'argent. Il y en a qui veulent travailler bénévolement, mais voilà, elles n'ont pas l'intention d'être inactives. Elles s'érigent vraiment contre leur mère, pas de manière agressive. Elles ne sont pas dans le conflit, mais dans le sens où elles ne veulent pas reproduire ce qu'ont fait leur mère, être des femmes au foyer, qui ne faisaient globalement rien de leur vie et qui n'ont jamais eu trop leur mot à dire dans leur vie parce qu'elles étaient régentées par leur mari. Et là, elles ont des désirs toutes complètement différents. Et alors, le roman est fait de manière à ce que chaque chapitre va se concentrer plus fortement sur une personne, mais en même temps, les autres gravitent autour. On ne les voit pas forcément souvent tout ensemble, même la plupart du temps, ça n'arrive pas. Ce que je trouve assez réaliste, puisque le roman, en fait, va suivre 10 ans de leur vie, donc de 1933 à 1943. Là où j'en suis, je pense qu'on doit être peut-être en 36, quelque chose comme ça, je ne suis pas très sûre,
parce qu'il n'y a pas de repère de date donné. Et c'est normal, je pense que quand chacune a une vie différente, elles ne se voient pas forcément tout le temps les 8 ensemble. Des fois, elles sont 2-3, des fois, elles sont plus. Et on va voir comment, dans beaucoup de cas, leurs illusions, enfin, leurs espoirs vont être déçus. Elles vont se rendre compte qu'elles s'étaient faites beaucoup d'illusions sur le monde, sur ce que serait leur vie. Et j'aime beaucoup cet aspect-là. C'est assez amer, finalement, comme roman. On le lit en pensant lire quelque chose à la Sex and the City, parce que c'est un comparatif que dont j'avais beaucoup entendu, puisqu'il paraît que l'autrice du livre Sex and the City s'était inspirée de ce roman. Je peux voir ça dans le sens où il y a vraiment une libération de la sexualité qui est abordée dans ce livre, avec la contraception, notamment avec le fait d'avoir des rapports hors mariage, de perdre sa virginité avant le mariage, ce qui pour les années 30 est quand même hyper moderne. Enfin, moi, quand je l'imagine, je vois encore quelque chose de très corseté, une société encore très formatée, limite encore engluée dans la rigueur victorienne, même si je sais que là on est aux États-Unis et pas en Angleterre. Mais voilà, c'est hyper intéressant à lire parce qu'il y a plein de notions où on se rend compte que ces jeunes femmes étaient hyper modernes, avaient plein d'ambition, avaient de la motivation, mais finalement elles ne restent que des femmes, et à cette époque-là c'est quand même pas facile de se faire une place, et elles vont vraiment se heurter à chaque fois à la condescendance des hommes, à leur besoin de contrôler, à leur besoin d'avoir leur virilité en main et de ne pas se laisser faire par des femmes, et ça se ressent dans plein de petits éléments. Par exemple, il y a une jeune femme qui rêve d'être éditrice et de travailler dans le milieu de l'édition, et on lui dit, même si elle est super forte, qu'elle parle plusieurs langues, qu'elle est très douée pour lire des manuscrits, en faire une critique avisée, on va lui dire non mais tu sais, dans tous les cas, l'édition c'est un monde d'hommes, les seules femmes qui sont là, elles sont moches dans tous les cas, ou c'est des vieilles filles, tu n'as pas envie d'être comme ça, fais plutôt un autre métier. On a une femme qui va travailler dans un magasin pour gagner un peu d'argent parce que son mari gagne pas beaucoup d'argent, et en même temps il est hyper vexé qu'elle gagne plus que lui, ou même à un moment donné il est au chômage, il est vexé parce que c'est elle qui bosse, mais en même temps il fait rien pour trouver de l'argent, il fait rien pour retrouver un nouveau travail, il n'en profite même pas pour faire plus de tâches ménagères par exemple. Enfin, on a plein de différents aspects de la vie des femmes. On a à un moment donné aussi une scène d'agression sexuelle, et on voit que la fille, donc elle résiste, et l'homme s'en va en étant hyper furieux et hyper méprisant contre elle, et elle s'en veut en se disant ah mince, c'est ma faute, mince, j'aurais pas dû faire ça, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, c'est vraiment un excellent reflet de son époque, et en même temps c'est un miroir un peu douloureux de notre société actuelle, parce qu'on se rend compte à la fois du chemin qui est déjà fait, mais à la fois aussi des points sur lesquels on n'a pas beaucoup avancé, ou en tout cas on a fait des pas de fourmi alors qu'on aurait pu espérer bien plus, et on se rend compte de tout le chemin qui reste à parcourir. Mais donc c'est un roman qui est assez intéressant en termes d'émancipation féminine. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire, tout ce qui se passe dans les années 30, 40, 50, 60, quand la femme se libère, quand la femme ose des nouvelles choses sans que ce soit trop extravagant, puisqu'il faut que ça reste réaliste pour l'époque. Mais je trouve toujours ça fascinant de voir le destin de ces personnes qui ont été un peu différentes et qui ont osé l'être ouvertement. Après, je pense que ce roman ne plairait pas à tout le monde, puisque ça peut paraître difficile de s'attacher à ces femmes, ça peut paraître difficile de compatir à leurs problèmes. Finalement, elles ont souvent des problèmes de femmes privilégiées, mais je trouve quand même que leurs problématiques de fond, le cœur de leurs revendications et de leurs espoirs sont communs à toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale. Et moi en tout cas je les trouve quand même attachantes. À leur manière, je les trouve sympathiques, et j'espère très fort que ça va quand même bien se finir pour la majeure partie d'entre elles, même si j'ai pas l'impression que c'est le but de ce roman. Il y a aussi un chapitre qui m'a bien marqué, je viens de le lire, c'est pour ça que je voulais en parler. Il y a un chapitre sur l'allaitement, et je l'ai trouvé hyper intéressant, puisqu'on a cette jeune fille qui vient d'accoucher, son mari est médecin, et il décide qu'elle doit allaiter. Et tout le monde est contre ça, puisqu'ils disent l'allaitement c'était quelque chose qui était bon
dans le bon vieux temps, mais maintenant les médecins sont catégoriques, le biberon c'est la meilleure chose, il faut absolument prendre le biberon. Et elle n'a pas trop le choix, son mari veut absolument qu'elle allaite, il veut prouver que même si elle n'a pas de sein, ben, ça n'empêche pas d'allaiter et que si elle peut allaiter, toutes les femmes peuvent allaiter en quelque sorte. Et il ne prend pas du tout en compte ses besoins, et d'ailleurs personne ne prend vraiment en compte ses besoins. On se rend compte qu'il y avait plein de règles à l'époque, on laisse le bébé pleurer pendant des heures, la tétée c'est à heure fixe et pas une minute plus tôt, une minute plus tard, il faut que ce soit exactement toutes les 4 heures. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, puisque aujourd'hui on a ce discours un peu mixte dans le sens où l'allaitement revient quand même sur le dessus de la scène. On nous dit que c'est hyper important d'allaiter pour créer du lien et pour plein d'autres choses. Et en même temps, on a toutes ces femmes qui se font critiquer quand elles osent allaiter en public. Et là, j'ai trouvé que la pression de l'époque était super bien retranscrite. Et cette pression-là, elle peut s'appliquer sur plein de choses. Aujourd'hui, peut-être que si on donne le biberon, on va avoir la même pression sociale qui va s'appliquer, parce qu'il y a toujours des gens qui vont trouver à redire. Si on allaite, on va avoir des gens qui trouvent à redire. Et de manière générale, dans l'éducation, les gens trouvent toujours quelque chose à critiquer. Donc pour l'instant, c'est vraiment une très bonne lecture. Pas tant pour le style ou pour l'histoire en elle-même, mais pour ce à quoi elle fait réfléchir, pour la description d'une société de l'époque. Donc vraiment, moi je la recommande si c'est quelque chose qui est dans le style de ce que vous lisez et de ce que vous aimez lire. Parce que comme, encore une fois, je ne suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Je me rends compte que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce n'était pas trop ennuyant. Je sais que je me répète pas mal et que j'ai tendance à bafouiller assez facilement ou à avoir des tics de langage. C'est quelque chose que j'essaye de corriger, mais souvent je me rends compte qu'après, et j'ai du mal à... Je sais jamais quoi faire. Est-ce que j'arrête la vidéo? Est-ce que je retourne toute une séquence en sachant que des fois j'ai déjà plusieurs minutes? Mais bon, je vais essayer de m'améliorer sur ce plan-là. Pour la suite, du coup, là il me reste à peu près, donc, je pense 200 pages, un peu moins. J'espère le terminer demain, du coup. Normalement, j'ai une journée de boulot très calme, donc je pense que j'aurai le temps de lire au boulot et j'aurai le temps de lire en rentrant. Samedi, on doit partir pour un mariage et on sera absent quelques jours. Donc je vais amener un bouquin, je ne sais pas encore lequel, mais probablement un livre de poche. Mais je pense pas avoir le temps de lire beaucoup. Donc je reviendrai vous faire un update sans doute soit samedi matin, soit demain soir si j'ai beaucoup avancé dans le roman ou que je l'ai fini et qu'il n'est pas trop tard et que je peux encore vous parler. Pendant sur mes lectures, je voulais vous montrer une petite commande que j'ai reçue. Ça vient de chez Caro from Woodland, je vous en avais déjà parlé, c'est une illustratrice que je pense vous connaissez très bien, sans doute mieux que moi. Avant qu'elle ferme sa boutique au mois d'août, j'avais envie de lui commander encore quelques petites choses, donc on va ouvrir ça ensemble. Bon, j'ai déjà ouvert le reste, donc j'ai pas pris grand chose, j'ai pris, on va essayer de ne pas abîmer, des petites cartes de recettes illustrées que je trouve super jolies. Donc on a les pancakes, on a quoi là, les madeleines à l'orange, même le dos est joli. On a le tiramisu au café, les crinkles au chocolat, ça c'est bien en hiver, on remarque le chocolat c'est bien tout le temps. Ensuite le cake au citron et je pense que ça doit être le dernier, le pumpkin spice tea latte que j'ai hâte d'essayer. Voilà, j'ai pris toutes ces cartes parce que, alors je ne sais pas trop si ça rendrait bien, mais mon idée c'était d'en faire peut-être un cadre, de les mettre toutes à côté les unes des autres, l'encadrer dans un petit cadre en bois tout simple et mettre ça dans la cuisine. Donc je vais voir si ça peut rendre de manière sympa ou pas. Donc ça c'était le premier achat. Le deuxième c'était quelque chose que je voulais depuis hyper longtemps. L'année dernière j'avais pas été assez rapide pour l'avoir. Mais là, il en restait quelques-unes. Hop, c'est pas la casser. Donc, c'est la petite coupelle pour poser son thé. Ça, c'est vraiment, enfin, son sachet de thé plutôt, je la trouve trop belle. Take time to enjoy the little things. Et derrière, il y a son logo. Donc, ça, ce sera parfait pour aller avec mes mugs que j'ai de chez elle.
Et ça, je ne me rappelle pas avoir commandé autre chose. J'imagine que c'est juste le petit remerciement. Alors ouais, c'est ça. Un joli stickers. Un thé héritage, thé vert jasmin. Ça, c'est le thé d'hiver. Et la petite carte pour dire merci et pour montrer ses réseaux. Voilà, je suis hyper ravie de ma commande. Je vous encourage à commander chez elle de manière générale, à vous intéresser aux illustrateurs qu'on peut trouver sur internet ou peut-être dans votre région. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens talentueux, ou en tout cas avec internet on entend parler de plus en plus de ces gens-là, et ça fait hyper plaisir de les encourager et d'acheter leur travail. Je reviendrai vous parler sans doute dans la soirée de mes lectures, puisque j'ai toujours pas fini Défi Brillante. J'ai quand même bien avancé, mais je crois qu'il doit me rester 150 pages, quelque chose comme ça. Donc j'ai encore espoir de le finir ce soir. Salut! Salut! On est samedi matin, je viens vous faire un petit point avant de partir, me préparer parce qu'on a un mariage. Donc hier je vous parlais, ou avant-hier plutôt, du livre des filles brillantes. Je l'ai terminé hier soir, j'ai pas beaucoup plus à en dire, j'ai quand même beaucoup aimé. C'est très doux amer, même plus amer que doux je dirais. Mais j'ai trouvé que c'était un très bon roman, ça plaira pas à tout le monde, mais si vous avez envie d'avoir un reflet d'une société à un instant donné, dans les années 30 ici en l'occurrence, je trouve que c'est un parfait livre pour ça, et encore plus si vous voulez voir un peu ce que pouvaient vivre les femmes dans certains moments de leur vie. Je trouvais qu'il y avait des scènes qui étaient vraiment très marquantes, je vous en ai déjà parlé, des scènes sur la contraception, sur l'allaitement. Il y a d'autres choses aussi, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Et voilà, c'est plutôt un livre que je recommanderais. Ensuite, je vous disais que justement, comme je partais, je voulais commencer un petit livre de poche. Et je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Tada! Creation City, un livre relié qui fait 952 pages. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment trop envie de le commencer. Ça fait hyper longtemps qu'il traîne dans ma palle. Et comme j'aime pas du tout Sarah J. Maas, en tout cas j'avais pas du tout aimé ACOTAR le tome 1, j'ai pas fait l'effort d'aller plus loin. J'avais acheté cela parce que j'en entendais beaucoup de bien, j'ai le 1 et le 2 d'ailleurs, et je me dis il serait temps de les sortir de ma palle, ou en tout cas de sortir le tome 1, de voir si j'aime, parce que si j'aime pas je m'en débarrasse et je ne veux plus rien lire de Sarah J. Maas. Pour l'instant j'ai lu une centaine de pages et j'aime l'histoire, mais je suis vraiment horripilée par le style. En 100 pages, je pense que le mot putain revient déjà plus d'une centaine de fois. J'exagère pas. Il y est au moins sur 2 à 3 fois par page, peut-être pas tout le temps, mais au moins une fois par page. Il y a plein d'autres insultes qui reviennent tout le temps. On sent que l'autrice, elle a voulu cette fois-ci écrire un roman new adulte, et elle ne sait pas comment faire, donc il faut qu'elle mette de la vulgarité, parce que pour elle, la vulgarité, c'est les adultes. On a vraiment l'impression d'une gamine de 14 ans qui dit des gros mots et qui est toute fière et qui ressent un petit frisson à l'idée d'avoir transgressé un interdit parental. Et franchement, c'est hyper lourd par contre. Et c'est vraiment dommage parce que l'histoire a l'air bien, j'ai vraiment hâte de voir où ça va nous emmener, bien que l'univers soit un peu complexe, donc j'ai pas encore tout compris. Mais voilà, ça a l'air vraiment chouette au niveau du synopsis, de l'intrigue. Mais par contre, cette vulgarité, c'est pas possible, c'est vraiment nul. C'est lourd et je trouve que ça dessert un peu le roman. On est jeudi et je viens vous retrouver pour faire un peu le point et clore ce Follow My Read. Donc ça fait quelques jours que je vous ai pas pris parce que finalement, comme j'étais pas chez moi, j'ai pas pu lire énormément et je voulais attendre d'avoir un peu plus de choses à dire, et donc là c'est le cas. Je vais commencer par l'update lecture. Au niveau de Creation City de Sarah J. Maas, je suis page 380 à peu près, donc j'ai atteint le tiers du livre et je dois dire que je commence à vraiment bien aimer cette histoire. J'ai toujours beaucoup de mal avec le style, je le trouve toujours plutôt mauvais quand elle essaie d'être vulgaire. Par contre, quand elle laisse tomber ça et quand elle va un peu plus dans la recherche des émotions, ou qu'elle se concentre voilà, sur le vrai sujet qui est l'enquête et la quête dans ce monde fantastique, là par contre je la trouve plutôt bien. Donc je regrette vraiment ce besoin qu'elle a de mettre de la vulgarité à toutes les sauces, parce que sinon l'histoire me plaît bien et me plaît même de plus en plus. Je crois que je vous en avais pas parlé, donc pour expliquer un peu, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Bryce, qui est à moitié fée et à moitié humaine. Et dans le monde de Creation City, la ville où elle vit,
les métis sont pas super bien considérés, les humains non plus. C'est en fait un monde où plein de créatures coexistent. Donc on a des métamorphes qui sont des personnes qui peuvent se transformer en loup, en lézard, en serpent, en autres animaux. On a des vampires, on a des fées, on a des anges. Et tout ce monde cohabite, bien qu'il y ait quand même des enjeux, des luttes un peu de pouvoir. Et le monde est dirigé par une catégorie, j'ai pas trop compris ce qu'ils étaient, mais en gros ils ont pas mal asservi notamment les humains et les anges qui s'étaient rebellés 2 siècles plus tôt. Et en fait dans ce monde-là il va y avoir, on suit donc Bryce qui est une jeune femme qui travaille dans une boutique d'artefacts magiques, qui aime beaucoup faire la fête, qui aime se droguer, qui aime coucher à droite à gauche, qui a vraiment une vie assez insouciante dans l'ensemble. Qui passe son temps avec ses meilleurs amis, et un jour il va y avoir un meurtre atroce qui va la laisser complètement bouleversée et en état de choc. Et 2 ans plus tard, elle n'a pas réussi à reprendre le cours de sa vie, elle n'a pas réussi à se remettre, à faire son deuil complètement. C'est vraiment une femme qui est brisée et qui essaye de garder une façade aux yeux du monde. Et lorsque des meurtres atroces avec le même schéma reviennent, on va lui demander d'enquêter et elle va se retrouver à devoir enquêter avec Hunt, qui est un ange déchu. C'était un ange qui a fait partie de cette rébellion 2 siècles plus tôt. Et en fait, en punition, il est devenu esclave. Donc il est à la merci de quelqu'un qui le possède et qui lui fait faire tout ce qu'il veut. Il va y avoir, j'imagine, une romance entre les deux. Pour l'instant, on est plus sur le côté ennemi que lovers. Donc ils sont plutôt du genre à s'envoyer des pics un peu tout le temps. Mais j'ai vraiment hâte de voir là où ça va mener et j'espère que ça va continuer à me plaire. Le deuxième livre que je lis en ce moment, c'est un livre que j'écoute en audio sur une nouvelle appli qui s'appelle BookBeat. Je dis nouvelle parce que c'est nouveau pour moi, je ne connaissais pas du tout. J'en ai entendu parler par une Instagrammeuse qui avait un code affilié de 2 mois gratuit. Je me suis dit, bon, je vais tenter et voir la différence avec Nextory. Alors, pour l'instant, il n'y a pas tellement de différence. Les deux proposent un très grand catalogue. Par contre, BookBeat propose beaucoup de livres en langue étrangère. Donc vous avez français, anglais, mais vous avez aussi de l'allemand et d'autres langues. Donc ça peut être intéressant. C'est un assez gros catalogue. Et pour cette première lecture, j'ai jeté mon dévolu sur le livre Ladies Guide to Fortune Hunting de Sophie Irvine, qui est aussi paru en français chez Calman Levy. Ça s'appelle Recherche gentleman fortuné, guide à l'usage des jeunes filles. Donc je l'écoute en VO. Je trouvais que c'était un bon challenge puisque autant je lis en VO, donc quand je lis j'ai le support, je vois les mots. Quand je regarde un film, j'ai à la fois les sous-titres souvent ou l'image, mais là c'était quand même un nouveau challenge d'écouter un livre en VO sans avoir aucun support visuel. Et finalement ça passe assez bien. Alors il faut quand même que j'adapte, c'est-à-dire que je le lis en vitesse 0.9, là où un livre français je l'écouterai en vitesse 1.25 ou 1.5 parce que j'ai besoin que ça aille plus doucement pour que je puisse tout comprendre. Mais pour l'instant, ça se passe bien. J'ai lu 16%. J'aime beaucoup l'histoire. La narratrice, elle est vraiment pas mal. Elle articule assez bien. J'aime le ton qu'elle prend. C'est vraiment un roman qui me fait penser un peu à un mix entre les Bridgerton et une œuvre dérivée de Jane Austen. En fait, on va suivre Kitty, qui est une jeune femme qui est l'aînée de 5 filles. Leurs parents sont morts en leur laissant énormément de dettes et elle a toujours cru qu'elle allait se marier avec un jeune homme du village qui a une fortune assez conséquente. Ils étaient fiancés depuis 2 ans et il va brutalement rompre leur fiançailles. Et donc là, Kitty va paniquer puisque s'ils n'apportent pas de l'argent très rapidement, ils vont perdre leur domaine et puis surtout après, elles n'auront pas le choix elles n'auront plus de maison, elles n'auront pas le choix que de vivre peut-être comme gouvernante, comme dame de compagnie, et encore ça va être compliqué de trouver un job et ça va pas suffire à éponger leurs dettes. Donc elle décide de partir à Londres avec l'une de ses sœurs pour participer à la saison londonienne et trouver un mari riche. Là-bas, elle va rencontrer un jeune homme qui a un fils cadet mais qui a quand même une fortune très importante et elle va entreprendre de le séduire. Jusqu'à ce que la mère du jeune homme, qui a l'habitude des personnes qui essayent d'en vouloir à leur fortune, appelle le fils aîné à la rescousse pour évaluer la situation. C'est là où j'en suis pour le moment. Voilà, comme dit, j'aime vraiment beaucoup, c'est assez sympa à lire, c'est léger, c'est ce que je voulais. J'imagine
d'après le résumé, que ça va tourner plutôt en histoire d'amour entre Kitty et le fils aîné. Donc à voir comment ça va se dérouler, mais je passe un très bon moment. Concernant Crescent City, ce que j'ai pas précisé, c'est que je ne l'ai pas amené avec moi là pendant mes vacances parce que c'est vraiment une énorme brique et je ne me voyais pas du tout lire ça au bord de la plage ou au bord de la piscine. Donc je l'ai laissé de côté, ce qui me frustre un peu parce que du coup j'étais quand même bien rentrée dedans maintenant et j'avais vraiment hâte de lire la suite, mais c'est pas grave, ce sera pour mon retour de vacances. Et du coup j'ai amené 2 autres romans que j'espère lire pendant mes vacances et je vais vous présenter le premier. Il s'agit de Nos cœurs disparus de Céleste Ng, publié aux éditions Sonatine. C'est un livre qui fait partie de la rentrée littéraire qu'ils m'ont envoyé parce que je l'avais gagné à leur concours de Noël. Du coup, il va sortir, je crois, dans une dizaine de jours. Et il s'agit d'une dystopie qui est un peu comparée à La Servante écarlate. Alors, c'est un roman que moi, je n'ai pas aimé. Donc, j'espère que celui-là va me plaire un peu plus. En fait, dans ce roman, on est aux États-Unis, dans un dans un pays qui est devenu complètement liberticide, qui restreint l'accès à la culture, qui censure les livres, et notamment ceux d'une poétesse qui, en plus, a disparu mystérieusement depuis 3 ans. Et son fils va décider de se lancer à sa recherche, aidé par un réseau de bibliothécaires clandestins. Donc voilà, c'est une dystopie, ça a l'air hyper intéressant, j'aime le fait qu'il y ait les livres qui sont mentionnés dedans, donc j'espère que ça va me plaire, j'ai vraiment hâte de le lire. De manière générale, Sonatine, j'ai pas lu beaucoup de romans de chez eux, mais ceux que j'ai lus m'ont vraiment beaucoup plu, et je trouve qu'ils ont une ligne éditoriale assez intéressante, qui alterne entre romans dystopiques, ou en tout cas d'imaginaire, dystopie ou fantasy, et romans assez sombres souvent. Donc c'est vraiment une des choses que j'aime bien. Peut-être que leurs thrillers sont un peu trop sombres pour moi, mais le côté fantasy et même certaines histoires un peu plus documentaires me tentent énormément chez eux. Pour clore ce vlog, parce que je pense que je vais pas le continuer pendant toutes mes vacances, j'aimerais bien vous le sortir rapidement. Je vais vous montrer 2 réceptions que j'ai faites hier juste avant de partir. Donc ce sont des images que j'ai tournées quand j'étais chez moi. Terminer cette séquence, la deuxième commande qui est arrivée hier et que je vais vous montrer, c'est ma commande de Tiber Édition. Alors Tiber Édition, je pense que je vous en avais déjà beaucoup parlé. C'est cette maison d'édition qui réédite des classiques en texte intégral avec des illustrations par des illustrateurs divers et variés. En général, c'est des femmes d'ailleurs, plutôt donc des illustratrices. Et donc, moi, j'ai toute une collection de chez eux. Je les achète pas tous parce que, alors déjà, la plupart, je les ai déjà lus. C'est-à-dire que pour l'instant, sur 14 titres qu'ils ont sortis, je crois qu'il n'y en avait que 3 ou 4 que je n'avais jamais lus dans ma vie. Tous les autres, je les avais déjà lus. Mais c'est pas grave parce que souvent, ça fait partie de mes livres préférés. Donc là, avec celui que j'ai reçu hier, j'ai maintenant 10 titres de chez eux. Et j'ai reçu donc Emma de Jane Austen, illustrée par Margot Motin. C'est la 4e collaboration qu'ils font avec Margot Motin. Ils ont pour projet d'illustrer tous les Jane Austen. Donc ils ont déjà fait Orgueil et préjugés, Persuasion, Raison et Sentiment et maintenant Emma. Et j'espère très fort qu'ils feront les 2 derniers, en tout cas les 2 autres principaux romans de Jane Austen. Le livre est magnifique et vous pouvez en fait, ça passe par des précommandes sur Ulule. L'avantage, c'est que le livre coûte un peu moins cher, que vous l'avez en avant-première, que vous pouvez avoir un exemplaire numéroté. Je sais que ça ne sert pas à grand-chose, mais moi, je suis toujours un peu contente d'avoir ça. Et vous avez toujours de base une petite carte postale, des marque-pages, et selon les paliers qui sont débloqués pendant la campagne, plus il y a de précommandes et plus il y a des petits cadeaux en plus de rajouter. Là, pour le coup, ils avaient fait un mug, un carnet, ils avaient fait plein de goodies que je trouvais sympa. Donc j'ai un peu pris le plus gros lot avec tous les goodies, ce que je fais pas d'habitude. D'habitude j'ai plutôt tendance à prendre le lot de base, donc juste le livre avec les 3 marque-pages qui sont inclus d'avance. Mais là, j'avoue que je trouvais ça assez chouette, donc je me suis un peu lâchée. Je vous montre tout ça dans les vidéos qui suivent. Il est déjà pré-ouvert, vous pouvez voir la taille du paquet, il était vraiment énorme. Et on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. C'est super bien protégé. Voilà. Alors, en premier, nous avons le carnet. Hop. Wow.
Ensuite, ici, c'est le mug. Voyons. Alors, j'espère que je rate rien. Ça, je vais ouvrir après, mais ça doit être l'affiche. Et là, on a le bouquin qui pèse 1 tonne. J'ouvre tout ça et je vous montre. C'est le carnet. Donc, il est super mignon. C'est un carnet rigide. Hop. L'intérieur. Et voilà. Il est vraiment très très beau. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, qu'est-ce que je vais en faire. Mais je suis fan. Très très printanier. Et là, vous avez la tasse qui est très très belle aussi. On a la fiche qui est toute simple mais qui est très mignonne. Je ne sais pas encore si je vais l'encadrer ou pas. Je ne l'ai jamais fait avec les autres, mais c'est vrai que c'est assez moche parce que du coup, elle reste un peu courbée. Alors que ça pourrait être pas mal de tout mettre dans des cadres à voir. On a le magnet qui est assez chouette. Donc ça, j'imagine que c'est son père. Ça, c'est Emma. Et ça doit être Frank Churchill, j'imagine. Et ensuite, ça doit être le tote bag. Voilà. Alors de base, je suis pas quelqu'un de très très fan des tote bags. Je trouve que maintenant, on en produit beaucoup trop. Mais celui-là, il est très joli. Il est assez épais. Donc tout simple, j'aime beaucoup. Et est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Ouais. Il y a une planche de stickers. Ça, c'est hyper joli pour mettre dans un bullet journal. On va avoir maintenant les cartes et les marque-pages, j'imagine. Voilà. Emma, la liste de tout ce qu'ils ont publié. Hop, c'est la même chose. Donc les 3 marque-pages, c'est toujours offert de base. Il y a toujours aussi une petite carte. Là, comme ils ont atteint un certain nombre de précommandes, on en a eu quelques-unes de plus. Ils sont très chouettes aussi. Et ce petit dessin. Lex Libri. Voilà, et on va pouvoir... Ah non, il y a encore quelque chose. J'allais dire, on va pouvoir passer au bouquin. Voilà, merci de votre commande. La petite carte. Et encore une carte. Alors, je commence à avoir vraiment beaucoup de choses de Margot Motin, vu que j'ai les 4 livres publiés par elle, enfin illustrés par elle chez Tibert. Donc, je me demande qu'est-ce que je vais en faire. Est-ce que je vais... il faut que je trouve un moyen de les mettre pour que ce soit mis en valeur un peu. Enfin, au livre, qui est hyper beau. Je suis trop contente. Je veux pas l'abîmer. De la couleur, du style. Voilà, on est sur un lilas. Le dos toilé, couverture rigide. Hop. Mon exemplaire numéroté. Je le fais à chaque fois. En général, quand le livre me plaît, je le commande tout de suite. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, vous pouvez voir le soin apporté au chapitre, les détails. Enfin, il est absolument... on va faire comme ça, ce sera plus simple. Il est absolument sublime. Voilà, là, j'aime trop. J'ai trop hâte de le relire. Il est énorme, hein. Je ne me rappelais pas qu'il était aussi gros. On a combien de pages là? Hop, ça continue. Ouais, dans les 600 pages carrément. Ah, le petit carnet de croquis à la fin, c'est sympa aussi. Et alors moi, ce que j'adore, c'est à la fin, ils expliquent quels vont être les prochains à paraître. Donc on va avoir 24 heures de la vie d'une femme, Stefan Zweig, c'est mon auteur préféré. Ça clairement je vais le précommander, les précommandes commencent fin août. Et après on a Alice au pays des merveilles, ça je suis pas très fan donc je vais pas le prendre. Et là vous avez la liste de tous ceux qui les ont sortis. Je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que j'ai pas vraiment fini de... Enfin si j'ai fini des filles brillantes mais j'ai pas parlé d'énormément de romans.
J'espère que ça sera quand même à votre goût. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter si ça vous plaît. Et on se retrouve dès mon retour de vacances pour un update lecture, un book haul et une vidéo thématique que j'avais envie de faire depuis longtemps. Salut!